Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler des 4 matchs de Ligue des Champions qui ont eu lieu hier soir. Ces barrages de 16e de finale retour de la Coupe aux grandes oreilles. Je vais parler de ces 4 matchs-là. J'ai regardé Benfica-Monaco à 21 h. J'avais fait une vidéo hier sur le club du Rocher et sur ce manque d'ambition que je critiquais dans la vidéo. J'avais fait un bilan global de leur saison et une petite preview de ce déplacement périlleux du côté de Lisbonne. On va également parler du match de 18h45 entre l'AC Milan et le Feyenoord. Donc on va d'abord commencer par ce match-là, un match que j'ai trouvé relativement bouillant. Pour vous remettre dans le contexte, le Feyenoord l'avait emporté la semaine passée 1-0 à domicile du côté de Rotterdam. Donc la situation était vraiment remontable pour l'AC Milan. C'était pas du tout une situation critique, il suffisait simplement d'ouvrir le score et c'est ce que les Rossoneri ont fait puisque Santiago Jiménez, l'ancien du Feyenoord, a condamné ses anciens coéquipiers dès le début du match. Je crois que c'est à la première ou à la deuxième minute pour parvenir à revenir déjà à un partout sur l'ensemble des 2 matchs et ça a mis l'AC Milan sur les bons rails. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant cette équipe de l'AC Milan qui a directement été impériale à domicile avec une ambiance de feu face à une équipe de Feyenoord qui ne réalise pas une très grande saison en championnat. Je crois qu'ils sont quatrième ou cinquième du championnat néerlandais. Donc dès le début, on a senti un AC Milan qui voulait imprimer son rythme sur le match et au fur et à mesure, on a senti une nervosité monter du côté des hommes de Sergio Conceição et ça s'est parfaitement vu avec Théo Hernandez qui prend un carton jaune juste avant la mi-temps. Loin de se calmer dans le vestiaire, il revient avec la même nervosité et donc il a ce carton rouge à la 51e minute sur une simulation. J'ai entendu le chroniqueur spécialiste de l'Italie dans l'afterfoot qui disait que Théo Hernandez il faisait tout le temps ça en championnat, ce genre de simulation, que c'était jamais condamné en Serie A et qu'aujourd'hui il s'est heurté à la réalité de la Ligue des Champions. Eh bien oui, c'est vrai qu'entre le championnat domestique et la Ligue des Champions, il y a un niveau d'écart, notamment en termes d'arbitrage et en termes de traitement. Et hier, ça s'est parfaitement vu avec une équipe de l'AC Milan qui a parfaitement commencé son match. On ne peut pas mieux commencer un match de Ligue des Champions après avoir été mené 1-0 sur le match aller que de marquer directement. Ça te met en confiance, ça donne envie aussi au public de te soutenir encore plus, d'essayer de mettre le deuxième but. Mais là où je parle d'arrogance, c'est que cette équipe de l'AC Milan, elle n'a pas eu envie de mettre le deuxième directement. On a senti beaucoup de gestion, peut-être un peu de crainte, un peu de nervosité. Cette nervosité, elle s'est traduite par le manque d'ambition. Ils ont peur d'aller chercher le deuxième but par crainte peut-être de se faire prendre dans le dos et surtout la nervosité avec pas mal de fautes, pas mal d'incompréhension entre les joueurs aussi, des actions moins bien construites et c'est dommage puisque le match avait commencé d'une manière idéale pour l'AC Milan. Encore une fois, le plus dur dans ce genre de match-là, je pense, c'est de parvenir à marquer le premier but qui va faire douter l'adversaire. Puisque, comme le disait Ronaldo, les buts, c'est comme le ketchup, quand on met un, il y a tout qui vient derrière. Et c'est vrai qu'hier, l'AC Milan, je m'attendais à ça. Tu es mené 1-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Dès que tu marques le premier but, normalement, ça doit se débloquer facilement derrière. Et ça n'a pas été le cas. On a senti une équipe qui est montée en tension, le carton rouge. Et à partir du moment où tu écopes d'un carton rouge, que tu as la pression populaire autour de toi, tu as une équipe de Feyenoord qui reprend confiance puisqu'elle voit que tu n'as pas réussi à la tuer, qu'elle voit que tu es réduit à 10 contre 11, et bien forcément, ça va leur donner du baume au cœur et ça a permis à Feyenoord d'égaliser. Donc, c'est très décevant pour l'AC Milan, mais c'est sur la continuité de cette saison particulièrement difficile pour les Rossoneri. Paolo Fonseca a constitué une erreur de casting. Ça a plutôt bien marché avec Conceição au début avec ce trophée de la Supercoupe d'Italie où tu bats l'Inter, tu bats la Juve, donc tu te remets un peu en confiance. Mais Conceição, il a mis un coup de pied dans la fourmilière puisqu'il fallait le faire. Il y avait beaucoup d'éléments de ce vestiaire qui étaient problématique. Conceição a fait du bon boulot en remettant les choses à leur place en termes de comportement et de discipline dans le vestiaire, mais derrière, il faut proposer quelque chose tactiquement. Et hier, on n'a pas vu grand-chose sur le plan tactique. Donc pour l'instant, Conceição, c'est ce coach-là qui a réussi à remettre de l'ordre dans les troupes, qui a réussi à se faire respecter, mais malheureusement, il n'a pas réussi encore à trouver la recette tactiquement. Et ça s'est vu sur la double confrontation face à Feyenoord, où il a clairement marché sur des œufs. Donc décevant à AC Milan. Et pour Feyenoord, qui réalise une saison très moyenne en championnat, le programme, ce sera soit Arsenal, soit l'Inter Milan en huitième pour pourquoi pas essayer de renouer avec le passé historique du club qui était quand même un grand club européen, notamment dans les années 70. On parle maintenant des matchs qui ont eu lieu à 21 h. On va parler d'abord de ce Bayern Celtic et là aussi, on est sur la même problématique que sur l'AC Milan. On est sur un club qui n'a pas réussi à matérialiser sa domination. Tu tires plus de 20 fois en but sans jamais parvenir à trouver la faille. Le Celtic, c'est une équipe qui est valeureuse, c'est une équipe qui a montré de belles choses sur le match aller. Je rappelle tout de même que les Écossais ne se sont inclinés que 2 buts à 1 à domicile. Donc pourquoi pas
essayer de mettre le doute sur le match retour et c'est ce que les Écossais ont fait. Ils sont venus sans pression, ils ont vraiment des profils intéressants, je trouve, avec Jota, Maeda et Keun, qui est d'ailleurs passé par le Bayern Munich. Donc ce trio offensif a fait très très mal au Bayern, notamment sur le début du match, puisqu'on aurait pu penser que le Bayern allait dominer cette partie-là de la tête et des épaules, et pourtant ça n'a pas été le cas, avec un Kim Min-jae qui a encore montré énormément de failles. Le but du Celtic Glasgow est clairement pour lui, et on a vu une équipe du Celtic ambitieuse qui allait chercher ce Bayern Munich, le poussant à faire des erreurs, et donc tu te retrouves dans une situation où tu mènes 1-0 et où à la 90 plus 3, eh bien, tu es virtuellement en prolongation contre le Bayern. Alors peut-être que le Bayern l'aurait emporté derrière, puisque c'est une équipe qui dispose d'un meilleur arsenal, d'une meilleure condition physique, etc. Qu'en prolongation à l'usure, ils auraient peut-être eu les joueurs de Glasgow, mais c'est assez inquiétant d'avoir une équipe du Bayern qui n'a réussi à marquer son premier but face au Celtic Glasgow à domicile sur un match retour de 16e de finale de Ligue des Champions qu'à la 90 plus 4. Et encore une fois, c'est sur un coup du sort. C'est vraiment Alphonso Davies qui fait preuve de plus de réactivité que son vis-à-vis et qui parvient à pousser cette balle, je ne sais pas comment. Donc c'est vrai que là aussi, c'est comme pour l'AC Milan, une équipe à domicile, galvanisée par son public, mais avec pas mal de nervosité, une nervosité qui les a empêchés de marquer un but face à une équipe de Glasgow qui demeure somme toute assez faible, encore une fois, même si elle a été valeureuse, c'est une équipe qui n'existe pas sur la carte du foot en Europe, le Celtic Glasgow. C'est une équipe qui fait jamais 8e ou quart de Ligue des Champions, et on a une équipe du Bayern en face qui à domicile n'a pas réussi à marquer ce but-là qui leur aurait peut-être permis d'enchaîner derrière. Donc là aussi, décevant Bayern, mais si on est pragmatique, on se dit que le Bayern a réussi ce week-end à accrocher les Leverkusen chez eux 0-0 et donc à maintenir cette distance. Aujourd'hui, si on ne parle que de résultats, ben t'es en 8e de finale de la compétition. Donc pour l'instant, on va être assez froid et rationnel en se disant que si seul le résultat compte, eh bien le Bayern réussit à respecter les objectifs qui ont été fixés avec le fait d'être leader de Bundesliga, avec le fait d'être en 8e de la compétition en Ligue des Champions. Mais si on regarde le fond, face à Leverkusen, c'était excessivement moyen pour pas dire mauvais. Florian Wirtz rate une énorme occasion à la 90e, sinon tu te serais incliné. Hier, face au Celtic Glasgow, tu peux compter sur un énorme coup du sort qui fait que tu parviens à égaliser et à éviter une prolongation énergivore, mais globalement, c'est quand même assez difficile. On parle également de ce match entre l'Atalanta Bergame et Bruges. Là aussi, c'est le même problème que pour le Bayern et que pour l'AC Milan. Une équipe qui a domicile, qui a gagné la Ligue Europa pardon, la saison passée et qui perd 3-0 à la mi-temps face à Bruges. Là aussi, une équipe de l'Atalanta Bergame qui a pris ce match par-dessus la jambe. Peut-être qu'on peut être plus indulgent avec cette équipe puisque c'est pas un cas d'or comme peuvent l'être l'AC Milan ou le Bayern, mais je trouve quand même que c'est assez révélateur de pas mal de problématiques que d'être mené 3-0 à domicile face à Bruges. Je m'attendais réellement à ce que cette équipe de Bergame renverse la vapeur. Je trouvais que la défaite concédée la semaine dernière du côté de Bruges en Belgique, elle n'était pas scandaleuse. Ça peut arriver de perdre 2-1 sur un terrain compliqué face à une équipe galvanisée par son public, mais globalement, j'ai trouvé que sur ce match retour, l'Atalanta n'a pas pris le jeu à son compte. Quand même, la formule Gasperini, c'est quand même une formule assez offensive, c'est quand même une formule ambitieuse, encore plus avec cette volonté d'être revanchard, avec le fait d'avoir perdu le match aller de buts à 1. Je m'attendais à une Atalanta beaucoup plus impériale que cela. Et résultat, tu es mené 3-0 à domicile à la mi-temps. Qui plus est, tu reviens à 3 buts à 1, tu as la balle de 3 buts à 2 avec le penalty. Je continue à penser que si Lookman met son penalty qui parvient à faire revenir l'Atalanta à 3 buts à 2, derrière, tu as 30 minutes où tu peux vraiment enflammer le match et essayer de l'emporter. Je pense vraiment que si Lookman avait mis son péno et qu'on s'était retrouvé à 3 buts à 2, l'ADA aurait clairement pu se qualifier puisque tu aurais mis un coup au mental des Belges, tu te serais remis dans le sens de la marche et on a un Lookman qui tire un penalty d'une manière absolument scandaleuse à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il a été cartonné par Gasperini derrière en conférence de presse. Je suis pas fan des coachs qui cartonnent leurs joueurs comme ça sur la place publique, mais on peut pas lui en vouloir à Gasperini. Je veux dire, à un moment donné, Lookman n'a pas tiré son penalty de cette manière-là, d'autant plus qu'il y a des meilleurs tireurs que lui qui s'étaient présentés pour tirer à sa place et que Lookman a envoyé chier. Forcément, derrière, tu te retrouves sur une situation assez difficile et l'Atalanta est donc éliminé, mais il faut donner notamment un big up à ces équipes de Bruges ou encore de Feyenoord parce que ça n'est pas que l'échec de l'AC Milan ou de Bergame, c'est aussi le succès de clubs comme Feyenoord de Bruges qui ont bien travaillé en Ligue des Champions et qui ont réussi à éliminer des mastodontes à la sueur de leur front, il faut le dire aussi. Mais globalement, c'est décevant d'avoir ces équipes de l'AC Milan de Bergame qui ont pris ces matchs-là par-dessus la jambe en étant pris de nervosité. On a vu du côté de l'Atalanta avec Toloi qui a littéralement pété les plombs sur la fin du match en prenant un rouge catastrophique. Je me demande s'il ne va pas prendre
beaucoup de matchs de suspension parce que l'action est complètement dingue. Mais c'est vrai que là aussi, on a eu affaire à ces trois mastodontes qui ont clairement fauté hier. Le Bayern, ça a souri aux hommes de Vincent Kompany, ils ont réussi à se qualifier. Mais qui sait ce qui se serait passé s'il y avait eu une prolongation. Mais pour l'AC Milan et l'Atalanta, tu ne peux pas te permettre de jouer comme ça. Et ça montre aussi que le niveau européen s'est resserré. Avant, le Bayern en aurait collé 7 au Celtic Glasgow. Avant, l'AC Milan aurait sûrement gagné 3-1, 4-1 face à Feyenoord. Aujourd'hui, on a un niveau européen qui s'est resserré avec des petits clubs, entre guillemets, comme Feyenoord et Bruges, qui ne se laissent plus faire. Une équipe du Celtic Glasgow qui n'est pas arrivée dans une position victimaire face au Bayern. Ils sont venus vraiment pour jouer et ils ont joué en faisant déjouer justement le Bayern Munich et c'était plutôt intéressant. Un dernier mot sur Benfica-Monaco, j'en ai déjà parlé hier, cette équipe de Monaco, je ne vais pas épiloguer, venez me rejoindre sur TikTok aussi, Momo parle de foot, j'ai parlé de Monaco également sur le compte, mais c'est vrai que cette équipe de Monaco hier, encore une fois, une équipe très forte offensivement, une équipe qui a énormément de talent, Ben Seguir, Akliouche, même Minamino, que j'ai pas trouvé mauvais, mais une défense avec laquelle tu ne peux pas jouer à ce niveau-là. Je veux dire, à un moment donné, Kerrer n'a pas à être ton capitaine. Je l'ai dit hier dans la vidéo, allez la voir si vous le souhaitez, mais Kerrer n'a pas à être ton capitaine. Kerrer n'est pas un leader de défense. Kerrer doit être accompagné par un joueur qui a beaucoup plus de caractère et d'expérience à côté de lui. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'à 18h, il a été plutôt ambitieux. Ce 5-2, ce 5-3-2, il est vraiment ambitieux à ce niveau-là de la compétition. On a senti un Uther qui avait pour but d'innover, c'était plutôt intéressant. Le fait d'enlever Biarritz du 11, ben, finalement, ça ne lui a pas donné raison, mais c'est un pari qui aurait pu s'avérer payant si Mbolo avait décidé de ne pas croquer, mais surtout que ça lui a donné raison parce qu'Mbolo, il est impliqué sur 2 des 3 buts de Monaco et d'une manière assez positive. Il fait la feinte qui permet à Ben Seguir de marquer, il permet de libérer l'espace pour Minamino sur le but du japonais. Donc Mbolo, oui, il a été maladroit devant le but, mais dans le jeu, si on regarde les choses de manière froide et rationnelle, il a donné raison à Adi Hutter puisqu'il est impliqué sur 2 des 3 buts de Monaco, mais ce 5-3-2 avec Ben Seguir et Akliouche en 8 entre guillemets, c'était vraiment super intéressant et c'était un pari qu'il faut mettre au crédit d'Adi Hutter puisque franchement, c'était une stratégie résolument offensive et derrière, tu prends 3 buts, pas parce que ta stratégie était beaucoup trop offensive, mais simplement parce que tu as des joueurs qui ont complètement fauté. Je veux dire, Singo qui perd le ballon dans une zone aussi risquée et Kerrer qui se fait balader par Pavlidis, Caio Henrique qui revient pas sur Artur Koglu, c'est pas la faute de Adi Hutter. D'ailleurs, sur la situation du penalty, c'est pas la faute d'Adi Hutter si Kerrer va choper le pied de Aursnes alors qu'à ce moment-là, il n'y a pas du tout raison de le faire. Donc, à un moment donné, j'ai trouvé Adi Hutter très ambitieux. Les performances de Ben Seguir et d'Akliouche, surtout aussi de Camara dans le milieu de terrain, qui a fait un super boulot physique, ça a donné raison aux techniciens autrichiens. Mais à un moment donné, quand on voit la gueule des 3 buts, à aucun moment, Adi Hutter n'est responsable tactiquement des 3 buts encaissés par l'AS Monaco. Il n'est pas aussi responsable du fait que Mbolo soit aussi maladroit devant le but. Par contre, il est responsable du fait de l'avoir mis, de lui avoir fait confiance et d'avoir permis à ce dernier d'avoir été responsable sur les deux des 3 buts de Monaco là aussi. Donc je trouve qu'on n'a pas à être aussi dur avec Adi Hutter puisque globalement, quand on regarde bien les choses rationnellement sur ses choix hier, on n'a rien à lui reprocher. On peut juste louer le fait qu'il a fait des paris qui se sont avérés judicieux, mais que défensivement, que tu sois Adi Hutter, Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti, quand ta défense est mauvaise, ta défense est mauvaise. Quand ta défense se saborde, elle se saborde et tu peux rien y faire. Donc voilà, loin de moi l'envie de le dédouaner, mais on n'a pas à être aussi dur, je trouve, avec lui, puisque quand on regarde hier, je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus. Il fait rentrer Lenny Kena à la 80e, ce dernier marque sur son premier ballon. Donc globalement, je trouve que le coaching d'Adi Hutter, il est vraiment pas mauvais et qu'il doit rester à Monaco parce que je trouve qu'il fait globalement du bon boulot depuis qu'il est arrivé, même si en championnat, peut-être que l'ambition aurait dû être plus élevée et qu'ils auraient peut-être dû essayer de davantage titiller le PSG. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.